Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Je suis accompagné de Dmitry Polyansky, premier représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Ainsi, la Russie a célébré sa journée de la victoire et commémoré les lourdes pertes humaines subies par l'Union soviétique lors de la défaite de l'Allemagne nazie. Pourtant, pour beaucoup, cela représentait, au départ, c'était le souvenir d'une victoire commune sur le fascisme. Mais nous avons constaté au fil du temps, cela dure depuis un certain temps, mais cela s'est intensifié, je pense, surtout depuis 2008, 2009, 2010, toute la polarisation autour de cette idée. Ainsi, il y a désormais davantage de débats sur la manière dont l'histoire de la Seconde Guerre mondiale doit être interprétée. Et la Russie accuse fréquemment les États-Unis et leurs alliés de révisionnisme historique. Selon vous, quels sont les principaux enjeux autour de la manière dont nous nous souvenons de la Seconde Guerre mondiale et pourquoi est-ce important? Je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui d'avoir une vision non déformée de ce qui s'est passé il y a 80, 85, 90 ans, car il est essentiel pour nous tous de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Par exemple, pour les pays européens, pour des pays comme l'Allemagne, il est important de tirer les leçons du passé, car Hitler a été élu démocratiquement et il bénéficiait d'un soutien énorme et écrasant dans son pays. Il avait également du soutien dans d'autres pays, et il y a eu des marches pro-Hitler en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Il y avait des partis qui sympathisaient avec Hitler, et il y avait des rassemblements de ses partisans, et cela était considéré comme normal. Alors maintenant, si l'Europe essaye de gommer des aspects très importants de sa propre histoire, de simplifier les choses et de rejeter la faute sur la Russie, parce qu'ils n'aiment pas la Russie, parce que la Russie est trop grande, parce qu'elle est indépendante et veut poursuivre sa propre politique et souhaite que ses intérêts soient pris en compte. Si, pour toutes ces raisons, ils veulent déformer l'histoire, s'ils veulent renverser tout ce qui a été dit et fait à propos de la Seconde Guerre mondiale après la guerre, je pense que c'est la chose la plus dangereuse pour l'Europe et pour les États-Unis eux-mêmes. Nous, en Russie, bien sûr, nous étudions l'histoire de manière très approfondie. Il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses controversées concernant la Seconde Guerre mondiale. Et nous savons tout ce qui s'est passé là-bas. Mais nous savons aussi qu'il s'agissait d'un acte héroïque du soldat russe, du soldat soviétique, qui a porté le fardeau de la guerre sur ses épaules pendant 4 ans, en se battant pour ce pays et pour son indépendance. Nous connaissons les atrocités absolument énormes qui ont été commises par les troupes fascistes allemandes en Russie. Nous connaissons cette idéologie qui était absolument étrangère, non seulement aux Juifs pendant l'Holocauste, mais aussi aux nations slaves. Nous connaissons tous ces plans visant à exterminer les nations slaves, et en premier lieu la nation russe, afin de donner un Lebensraum aux colonisateurs allemands. Nous savons tout cela, et nous ne pouvons pas l'oublier, car cela fait partie de notre ADN. Si nous oublions nos héros, si nous oublions ces faits fondamentaux, alors je pense que nous nous perdrons nous-mêmes. C'est dommage que l'Europe, dans une certaine mesure, se soit déjà perdue, qu'il existe des générations totalement ignorantes de la Seconde Guerre mondiale, qui sont manipulées et qui affirment désormais qu'Hitler et Staline représentent plus ou moins le même mal. Tout historien, s'il a la moindre conscience, je pense, et s'il analyse les faits, dira que ce n'est pas vrai. Mais la politique interfère actuellement avec l'histoire. Et l'histoire est déformée au profit de certaines idées politiques dans le but de ternir mon pays, de salir ses projets et sa politique. C'est absolument révoltant ce que nous voyons en ce moment, surtout dans certains pays d'Europe de l'Est, les États baltes et la Pologne.
Il est vraiment déplorable de voir où ils en sont arrivés avec tout cela. Je suppose qu'on peut diviser cela en deux catégories. D'un côté, il y a une tendance à blâmer de plus en plus à la fois l'Allemagne nazie et l'Union soviétique pour le déclenchement de la guerre, donc sur la façon dont elle a commencé. Et la seconde catégorie concerne la façon dont elle s'est terminée. Il existe des sondages intéressants qui ont été réalisés dans certains pays, notamment en France et au Royaume-Uni, qui montrent que depuis les années 1950, lorsqu'on demandait qui avait été l'acteur principal dans la défaite de l'Allemagne nazie, à l'époque, dans les années 50, l'immense majorité reconnaissait l'Union soviétique. Mais chaque année, ce chiffre baisse de plus en plus vers le « je sais ». Comment? Les gens regardent des superproductions hollywoodiennes et ont l'impression que c'est l'armée américaine qui a totalement brisé l'échine du fascisme, ce qui est absolument faux. Nous ne cherchons pas à minimiser la contribution de nos amis américains, avec qui nous avons combattu ensemble, ni celle de l'armée britannique non plus. Ils ont subi de lourdes pertes, mais ces pertes ne sont en rien comparables à ce que l'Union soviétique a dû endurer pour libérer son territoire et atteindre Berlin. Je pense donc que nous devons être honnêtes les uns envers les autres, et il n'est pas nécessaire de mettre sur la table des choses qui ne sont pas vraies. Eh bien, lors de cette célébration du jour de la victoire, il est assez fascinant de voir qui y assiste, car si l'on remonte quelques années en arrière, il y avait des dirigeants occidentaux présents. Aujourd'hui, on voit des dirigeants comme Robert Fico de Slovaquie, qui a subi de fortes pressions pour ne pas y aller. Et par ailleurs, on constate aussi, bien sûr, que la Chine est désormais un participant clé. Comment interprétez-vous ces changements? Cela reflète-t-il la nouvelle orientation de la Russie, ou est-ce que nous en faisons trop dans notre analyse? Je pense que personne ne devrait être surpris de la présence de la Chine à ces célébrations. La Chine a perdu encore plus de personnes que l'Union soviétique. 35 millions de personnes ont perdu la vie dans la guerre contre le Japon. La Chine porte donc des blessures très profondes après la Seconde Guerre mondiale, et elle doit aussi être célébrée comme une nation victorieuse. C'est pourquoi Xi Jinping était présent, et j'ai entendu dire que mon président ira en automne en Chine pour participer aux célébrations de la victoire sur le Japon militariste. Et c'est normal. Nous sommes voisins, nous partageons de nombreux points de vue, notamment sur ces questions historiques. Et peut-être savez-vous que les films soviétiques sont très populaires en Chine, surtout ceux qui traitent de la guerre. Lorsque j'ai visité ce pays, j'ai été étonné de voir à quel point les jeunes Chinois connaissent bien nos films assez anciens, qui sont même un peu vieux pour moi, mais ils les regardent, ils les ont dans les cinémas, et ils comprennent de quoi il s'agit. Ils ne se posent aucune question sur qui a commencé la guerre et qui l'a gagnée. Je pense que c'est la bonne chose à faire. En parlant du Premier ministre Fico et par exemple du président Vučić de Serbie, je pense que c'était un acte assez héroïque de leur part de venir à Moscou malgré toutes ces intimidations, ce qui est absolument révoltant à voir de la part de l'Union européenne, qui promouvait autrefois les slogans de la démocratie et de la liberté d'expression, et qui est maintenant devenu un cercle de politiciens très autoritaires que personne n'a choisi, que personne n'a élu. Et c'est vraiment très trompeur de la part de l'UE. Mais ils ont le courage de dire non. Ils ont le courage de ne pas suivre la ligne quand on leur dit de le faire. Et ils ont leurs propres intérêts. Ils ne sont pas pro-russes, mais ils sont pro-slovaques et pro-serbes. Tout comme les Hongrois sont pro-hongrois. Ils ont leurs propres intérêts, et leur intérêt est aussi de maintenir de bonnes relations avec la Russie, pour de nombreuses raisons.
Et ils ne veulent pas compromettre ni sacrifier cela pour quelques pays bruyants qui critiquent la Russie et disent que tout le monde devrait l'ostraciser et que se rendre à Moscou est un crime. Et comment la Fédération de Russie perçoit-elle le problème du fascisme? Bien sûr, la Russie s'exprime assez ouvertement sur ce qui se passe en Ukraine, mais y a-t-il une inquiétude plus large concernant la montée du fascisme? Je pose la question parce que Xi Jinping a été cité dans le Financial Times, où il a établi une comparaison entre le comportement des États-Unis durant le moment hégémonique ou unipolaire et les forces d'Hitler. Partagez-vous ce point de vue? Pas nécessairement à propos des États-Unis en particulier, mais est-ce une préoccupation? Je pense qu'il existe une tendance inquiétante à la radicalisation de la politique dans le monde, avec des approches très polarisées sur de nombreux sujets. Beaucoup de gens sont trompés en Europe et beaucoup d'autres ailleurs, et ils se tournent assez souvent vers des politiciens qui promeuvent certains discours populistes, je dirais. Cela arrive, mais cela montre qu'ils sont désabusés par les partis traditionnels dans les pays européens. Et les partis qui sont qualifiés d'extrême droite, si on les examine de plus près, on verra que la réalité est bien plus complexe. Il y a de très nombreuses facettes à cela. Donc, je n'emploierai pas une telle étiquette comme certains essayent de le faire dans de nombreux pays. Mais bien sûr, ce qui est avant tout sur notre radar, c'est ce qui se passe dans le pays voisin et frère, l'Ukraine. Un pays qui, pendant 30 ans, a été soumis à un lavage de cerveau. On a raconté aux gens des choses insensées sur la Seconde Guerre mondiale, sur le rôle des nationalistes ukrainiens dans cette guerre, sur Hitler, sur tout. Et maintenant, nous voyons et lisons les livres d'histoire, par exemple en Ukraine, ou les manuels scolaires. C'est incroyable à quel point les choses peuvent y être déformées et à quel point ceux qui apprennent l'histoire à partir de ces livres sont peu profonds. C'est insultant pour tout le monde. C'est insultant pour les Ukrainiens eux-mêmes qu'une telle couche de propagande soit imposée à tout, même aux enfants. Et nous le voyons chez la jeune génération, qui est absolument ignorante en Ukraine, qui confond complètement le noir et le blanc, le bien et le mal. Ils ne savent rien de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne connaissent pas le rôle de la Russie. Ils ne savent même pas que la Russie et l'Ukraine vivaient dans le même pays et combattaient un ennemi commun. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne liront pas dans les livres d'histoire. Et ils pourraient avoir l'impression que l'Ukraine combattait déjà la Russie à cette époque et que Hitler était bon et Staline mauvais. Vous savez, il y avait récemment une blague dans les journaux russes, une blague très amère. Mais je pense que c'est ainsi que les médias traditionnels auraient présenté le suicide d'Hitler, qui a eu lieu le 30 avril, comme vous le savez, il y a 80 ans. Donc les journaux d'aujourd'hui auraient écrit que le dictateur sanguinaire Staline a poussé le dirigeant démocratiquement élu de l'Europe unie au suicide. Je pense que cela aurait fait la une des médias traditionnels si cela s'était produit aujourd'hui. Et malheureusement, ce n'est évidemment pas drôle, mais c'est ainsi que les esprits des gens étaient formatés. Et c'est ainsi que les gens étaient absolument forcés de croire à des choses qui ne sont pas vraies et qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Oui, eh bien, des mots comme lavage de cerveau peuvent parfois sembler forts. Mais j'ai été un peu perplexe par ce qui s'est passé au Parlement canadien. Comme nous le savons tous, il y a quelque temps, lorsqu'ils ont tous célébré un véritable nazi de la Seconde Guerre mondiale. J'ai été surpris parce que cela aurait dû être évident. Personne ne s'est posé la question lorsqu'il y avait un soldat ukrainien de la Seconde Guerre mondiale qui avait combattu contre l'Union soviétique. Je veux dire,
avec un minimum de mémoire historique. Ils auraient peut-être vérifié quels Ukrainiens, à cette époque, avaient combattu contre l'Union soviétique. Et il n'y a rien eu. Cela soulève la question de savoir où est passée la mémoire historique. Pour moi, c'était un peu un choc que personne n'ait pensé à se pencher sur la question. Mais comment voyez-vous aujourd'hui les récits historiques concurrents, principalement entre les pays de l'OTAN et la Russie? Pensez-vous que ces récits historiques opposés autour de la guerre alimentent encore le conflit actuel en Ukraine? Je n'appellerais pas cela des récits historiques concurrents. Je pense qu'il existe un certain récit qui est absolument faux, qui ne prend pas en compte des faits historiques fondamentaux, mais qui repose sur l'idée que l'Union soviétique n'a pas libéré l'Europe de l'Est, que l'Union soviétique était un mauvais État et que l'Union soviétique porte la même responsabilité que Hitler dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et cela est absolument faux. Si vous regardez les faits historiques, vous verrez que ce genre d'affirmation n'est absolument pas vrai. Mais je ne dirais pas qu'il s'agit d'une guerre de récits. C'est une tentative de déformer les faits, d'omettre des faits ou de faire taire les faits. Parce qu'en Russie, rien n'a changé. Nous passons trop de temps à étudier les documents, à étudier les faits, à étudier les témoignages oculaires sur ce qui s'est passé. Donc nous n'avons aucun problème avec cela. Mais si vous retenez des informations à la société, si vous essayez d'imposer certaines choses qui sont projetées du passé vers le futur et du futur vers le passé, à partir de la situation actuelle, bien sûr, vous obtiendrez une génération de personnes qui sont confuses et qui ne savent pas, à moins qu'elles n'approfondissent elles-mêmes, à moins qu'elles ne creusent, à moins qu'elles n'essayent de remettre en question le récit auquel elles sont confrontées. Elles n'ont aucune chance d'apprendre des faits historiques de base qui seraient vrais. Et l'exemple que vous avez cité à propos des événements survenus au Canada, c'est peut-être quelque chose qui est révoltant pour notre génération. Mais je dirais que pour la jeune génération, je ne pense pas qu'ils s'en soucient beaucoup, surtout au Canada et dans d'autres pays. Et s'ils faisaient un recensement au Canada des Ukrainiens qui y vivent, et s'ils divulguaient les documents secrets sur le nombre réel de nazis qui sont venus là-bas après la Seconde Guerre mondiale, combien y ont été amenés délibérément, je pense que les résultats seraient très scandaleux. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas révéler. Il y a une campagne pour divulguer les noms de ceux qui ont servi dans la Waffen-SS et dans les troupes nazies, mais les autorités canadiennes ne le souhaitent pas. Elles classifient ces informations. La diaspora ukrainienne, bien sûr, n'est pas intéressée par cela, car elle se compose, je pense, peut-être à 90%, ou du moins en grande partie, surtout plus que la simple diaspora, de ceux qui ont combattu des autochtones et non Twardy. Vous savez que les États-Unis ont fait venir de nombreux anciens criminels nazis de l'autre côté de l'Atlantique et les ont utilisés, et certains d'entre eux ont été implantés ou leurs descendants ont été implantés après la Seconde Guerre mondiale pour déstabiliser la situation en Ukraine soviétique. Certains d'entre eux ont vraiment beaucoup contribué à la situation que nous connaissons actuellement en Ukraine. Cela s'est fait étape par étape. Pendant 30 ans, on a nourri la population de ce genre de mensonges toxiques. Et cela nous a menés à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, 2014 a été l'apogée de ces efforts, mais ils ont commencé bien plus tôt. Et il s'agissait d'une politique très cohérente visant à réintroduire le virus du nationalisme ukrainien dans la politique ukrainienne. Et maintenant, ils récoltent les fruits de ce qu'ils ont semé. C'est une tendance dangereuse, je pense, lorsque je vois Ursula von der Leyen évoquer de temps en temps la fin de la Seconde Guerre mondiale et la façon dont ils ont obtenu la liberté. Mais la Russie n'est jamais mentionnée.
Et cela devient gênant si nous ne vivons pas dans la même réalité. Comme je l'ai dit, il y a des récits, mais il devrait aussi y avoir des faits objectifs, qui sont nécessaires pour avoir une idée commune de ce qui s'est passé si nous voulons la paix. Vous savez ce que le maréchal Zhukov a dit au maréchal Rokossovski à Berlin? Je pense que c'est un fait historique. Il lui a dit que nous les avons libérés et qu'ils ne nous le pardonneront jamais. C'était sa phrase, très prophétique, je dirais. Donc il avait prévu tout cela. Et eh bien, malheureusement, il avait raison. Dostoïevski a écrit quelque chose de similaire dans la seconde moitié du XIXe siècle. Nous avons saigné et sommes morts pour les Européens pendant des centaines d'années, et tout ce que nous avons récolté, c'est leur mépris. Je vois donc le fil conducteur. Quoi qu'il en soit, Monsieur Poliansky, merci encore pour votre temps. C'est toujours un grand plaisir de m'entretenir avec vous. Merci beaucoup et félicitations en ce jour très important et glorieux pour mon pays. Merci beaucoup. Thank you very much.